le droit à la vie. On dirait que c'est la base de tout, non? Le socle de tous nos droits. Mais, et si c'était un piège? Si cette idée qui nous paraît si évidente était en fait un problème philosophique? Aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. On va plonger au cœur d'une remise en question assez radicale qui touche vraiment à la pensée libérale et libertarienne. Alors, la question qui lance tout, c'est celle-ci. Est-ce que la vie est vraiment le fondement premier du droit naturel? C'est notre point de départ et franchement, la réponse pourrait bien surprendre. Et pour comprendre pourquoi c'est si important, il faut se rappeler d'un truc. Pour beaucoup de libéraux et de libertariens, le droit naturel, c'est la seule boussole qui vaille. C'est le seul cadre légitime pour l'action humaine. Du coup, savoir d'où il vient, quelle est sa source, ce n'est pas juste un petit débat entre philosophes, hein. C'est carrément la pièce maîtresse de tout leur système de pensée. Bon, pour voir où tout ça nous mène, commençons par le début. On va d'abord regarder l'argument le plus classique, celui qu'on entend partout. Et un exemple parfait pour illustrer ça, c'est la question de l'avortement. Souvent, la réponse d'un libéral classique, ça va être « Non, l'avortement ne peut pas être un droit naturel. Pourquoi? Parce que ça s'oppose au droit à la vie et que ce droit-là, c'est le fondement de tout. » C'est une position hyper courante. Et c'est justement cette base-là qu'on va aller titiller. Cette idée du droit à la vie, on la retrouve souvent résumée en 3 mots. Un slogan que tout le monde connaît, vie, liberté, propriété. Mais qu'est-ce que l'ordre de ces mots cache vraiment? Vie, liberté, propriété. À première vue, ça sonne bien, ça a l'air d'un bloc indestructible, le vrai cœur du projet libertarien. Mais c'est justement la hiérarchie qu'on imagine entre ces mots qui est au centre du débat. Alors, l'interprétation la plus répandue, elle suit une logique assez simple, non? La propriété, c'est la version concrète de notre liberté. Et cette liberté, d'où est-ce qu'elle vient? Eh bien, elle est justifiée parce qu'on a avant tout un droit à la vie. Voilà, tout est en place, la boucle est bouclée. La vie est bien le point de départ de tout le reste. Mais c'est là qu'arrive une autre lecture, beaucoup plus subtile. Et si la vie, ce n'était pas juste un droit qu'on doit préserver passivement, mais plutôt une force qui se manifeste à travers notre liberté, si on voit les choses comme ça, le droit et la propriété ne sont plus de simples boucliers. Ils deviennent les outils qui permettent à cette vie de s'exprimer, de s'épanouir. Et là, la nuance, elle est énorme. On passe de la simple survie à la pleine réalisation de soi. Et cette distinction, elle nous amène pile au cœur du problème. Un tout petit mot, une préposition, le droit à. Ça a l'air d'un détail de langage, mais vous allez voir, les conséquences philosophiques sont juste immenses. Parce que la question qu'il faut se poser est toute simple, mais elle est redoutable. Un droit à la vie, d'accord, mais qui donne ce droit? Et surtout, qui est obligé de le fournir? Dès qu'on dit droit à, on sous-entend que quelqu'un nous doit quelque chose, qu'on a une créance sur autrui. Et cette distinction, elle est absolument cruciale. Pensez-y, un droit à, comme le droit aux allocations chômage par exemple, c'est une créance. Ça veut dire que d'autres doivent nous fournir quelque chose. Mais un droit de, comme le droit de travailler, c'est une liberté d'agir. Ça demande juste une chose aux autres, ne pas nous agresser. Et le problème, c'est que le droit à la vie, rien que par sa formulation, il se place dangereusement du côté de la créance, du côté de ce qui est dû. Et c'est là que la contradiction devient flagrante, surtout quand on regarde le rôle de l'État. Imaginons, si une entité, l'État, se donne le pouvoir d'imposer un droit à la vie à une mère pour son fœtus, comment est-ce que cette même entité peut se considérer légitime pour envoyer ce même individu, une fois devenu citoyen, se faire tuer à la guerre? Ça n'a plus aucun sens. La logique s'effondre complètement. Ok, donc si le droit à la vie est une impasse philosophique, d'où vient le droit? D'où est-ce que ça peut bien venir? Il est temps de reconstruire autre chose en repartant vraiment de la base. Alors, l'alternative qui est proposée ici est assez radicale. L'idée, c'est que le droit naturel ne vient pas d'un concept abstrait comme la vie. Non. Il est axiomatique, c'est-à-dire qu'il se prouve de lui-même. Il est évident. Et il ne naît pas d'une idée, mais de l'interaction bien réelle, bien concrète entre les gens. Et le processus est d'une simplicité presque déconcertante. Imaginez 2 individus qui se rencontrent. Ils ont un choix à faire, un choix fondamental, la violence ou la non-violence. S'ils choisissent la paix, à ce moment-là, ils se reconnaissent l'un l'autre le droit d'agir librement, le droit d'exister sans se faire agresser. Et voilà, le droit, il naît là, dans cet instant précis de reconnaissance mutuelle. L'exemple du nouveau-né, pour ça il est très parlant. Son droit n'existe pas comme ça dans l'absolu avant qu'il naisse. Ce droit, il est acquis au moment où sa mère fait le choix de le reconnaître, de lui donner la vie et en quelque sorte de le présenter à la communauté. Le droit n'est donc pas un truc abstrait tombé du ciel. C'est un acte de reconnaissance.
Et tout ce cheminement nous amène à une conclusion qui change tout. On ne parle plus d'un droit à quelque chose, mais d'un droit de faire quelque chose. On ne parle plus du droit à la vie, mais du droit de vivre. Regardez le contraste, il est saisissant. D'un côté, on a le droit à la vie, c'est une demande passive qui attend qu'une autorité extérieure la valide, et de l'autre, on a le droit de vivre. Là, c'est un pouvoir d'agir, un droit actif qui est reconnu mutuellement entre des individus libres. La perspective est complètement retournée. Et la conclusion de l'auteur résume tout ça de manière très claire. Le droit naturel est le droit de vivre, qui signe les hommes libres s'accordant la vie. Autrement dit, le droit n'est pas quelque chose qu'on reçoit passivement. C'est un accord qu'on passe activement les uns avec les autres, c'est un choix qu'on fait ensemble. Ce qui nous laisse avec une question énorme en fait. Si les droits ne sont pas une faveur accordée d'en haut, mais une reconnaissance qui se passe entre les gens, alors quel rôle reste-t-il vraiment pour la société et pour l'État? Et qu'est-ce que ça change, au fond, à notre manière de vivre ensemble? La question, bien sûr, reste ouverte.